Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement. Droit du travail, aide à l'embauche, type de contrat, autant faire les choses dans l'ordre, en consultant un avocat. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, à la partie débat. Je vais inviter sur cette scène principale les trois premières personnes qui vont pouvoir débattre sur cette thématique. Indépendance et humanité, gage de transparence et de protection pour tous. Et je vais demander à Mesdames Claire Hart de bien vouloir venir rejoindre sa place, Madame Giroux et Monsieur le bâtonnier Châtel, qui seront les trois premières personnes à venir débattre avec nous. Pendant que vous vous installez, je vais prendre quelques instants également pour vous présenter Madame Claire Hart. Vous avez le militantisme dans le cœur. Votre première manifestation, eh bien, vous l'avez effectuée à 13 ans. En 93, vous avez créé la société ILO. Vous êtes surtout connue sur la région pour être la présidente depuis 5 ans de Facero, la fondation Agir contre l'exclusion. Madame Giroux, vous êtes enseignante. Quelques mots pour rappeler à quoi sert la banque alimentaire. La France compte 2 millions de personnes vivant avec moins de 645 € par mois, 3,6 millions de mal logés, 3,5 millions de bénéficiaires de l'aide alimentaire, Nîmes 29% de personnes pauvres, Perpignan-Béziers 32%, Avignon 30% et Montpellier 20% en dessous du seuil national. Et puis, monsieur le bâtonnier Châtel, vous étiez bâtonnier de cette vénérable institution de 2007 à 2008. Vous êtes directeur international du Lions Club, membre du bureau du Conseil économique et social et responsable depuis 6 ans de la déontologie, enfin il y a 6 ans de la déontologie des avocats. Je vais commencer, si vous le voulez bien, par vous, Claire Hart. Vous êtes évidemment une militante, vous êtes également une chef d'entreprise. L'image d'Épinal du chef d'entreprise des années 80, un peu à la Bernard Tapie, qui avance sur le tapis roulant, étant un peu partie. Comment on installe de l'humanisme dans l'entreprise avec ses employés ? Merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous et merci pour cette invitation au barreau, monsieur le bâtonnier. Alors, l'entreprise aujourd'hui, on sait très bien que l'entreprise aujourd'hui n'a plus rien à voir avec l'entreprise d'avant. On est dans une économie de partage, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Le monde des startups, une évolution permanente au niveau du fonctionnement des entreprises. Mais personnellement, quand j'ai créé mon entreprise il y a 20 ans maintenant, ça passe très très vite, je me suis toujours dit que c'était logique d'avoir une entreprise dans laquelle il faisait bon vivre, parce que j'étais convaincue que c'était comme ça qu'on pourrait atteindre des niveaux de performance, un niveau d'adhésion au projet de l'entreprise accru. Et ça me semblait tout à fait normal aussi, au niveau de notre responsabilité en tant que chef d'entreprise, de créer cette ambiance pour que les personnes qui passent quand même le plus gros de leur vie à nos côtés puissent bien le vivre, puissent vivre une aventure partagée, etc. Concrètement, donc pour moi, comment ça se met en place dans votre entreprise ? Alors concrètement, donc il y a plusieurs choses. Alors moi j'aime bien appeler ça l'économie au service des femmes et des hommes. Donc c'est le projet pour le personnel. Un projet viable, un projet pérenne, bien évidemment, l'entreprise doit fonctionner, c'est normal, mais c'est un projet qu'on doit partager, donc partage des bénéfices, première chose. Après, côté ressources humaines, un fonctionnement qui permet à tout le monde d'évoluer, de grandir dans l'entreprise, de changer de métier s'il le souhaite. Donc beaucoup de formation, des approches de proximité, essayer d'être beaucoup dans la discussion, la communication. Le projet de l'entreprise doit obligatoirement être partagé pour être efficace, j'en suis convaincue de ça. Ce n'est pas nous tout seuls qui créons le projet de l'entreprise, c'est un travail collectif. Donc tout ça est une évidence pour moi. Et puis il y a un volet qui est très important. Dans une entreprise, nous avons des femmes et des hommes qui peuvent rentrer très jeunes, qui peuvent après se mettre en couple et qui peuvent après créer des familles. Donc je pense que la question de la parentalité est essentielle. Et la gestion de la parentalité, une gestion intégrée de la parentalité, on va dire, avec la possibilité pour le parent, femme ou homme, maman ou papa, de gérer ça à sa manière. Cela veut dire qu'on peut prendre un congé maternité ou paternité comme on le souhaite,
on s'organise, l'entreprise s'organise et surtout le retour après le congé parentalité doit être bien géré. C'est-à-dire que, je donne un exemple très concret, quelqu'un qui avant démarrait toujours à 8h30 faisait l'ouverture de la boîte. Si le crèche ne permet pas le dépôt de l'enfant, on va dire à 8h, pour que la personne puisse arriver sereinement à 8h30, on le fait démarrer à 9h et pas à 8h30. C'est très simple, ce n'est qu'une question d'organisation. On peut le faire si on veut, c'est une question de volonté. Et quand on fait ça, quand on gère ça efficacement, main dans la main avec nos salariés, tout se passe bien. Et puis on voit aussi que les autres salariés ont toujours envie de jouer le jeu. Donc l'effet un peu binôme aussi, on a essayé dans ma structure de créer des binômes sur toutes les fonctions. Ça marche extrêmement bien aussi. Donc c'est vraiment cet esprit collectif. On est dans une aventure humaine quand on est dans une petite entreprise. Et il ne faut pas penser, ça c'est vraiment le message que j'essaie de véhiculer toujours aux chefs d'entreprise, il ne faut pas imaginer qu'une petite structure, un SME ou un PME, une toute petite boîte, ne peut pas faire ces choses-là. C'est très très important, même si on est 5, même si on est 10, on peut faire la même chose, il n'y a pas de souci, on peut s'organiser pour. Mais alors, vous nous avez dépeint évidemment une entreprise qui fait rêver chaque entrepreneur. Néanmoins, vous devez quand même connaître des conflits. Comment on met de l'humanité, de l'humanisme dans un conflit, dans les conflits que vous avez peut-être pu rencontrer au sein de votre entreprise? Alors, globalement, sincèrement, on essaye d'éviter les conflits. Parce que quand on arrive à un conflit, c'est qu'on a raté un peu. À un moment donné, ils le arrivent. coche. Voilà. Ils peuvent arriver, en tout cas. Ça peut arriver. Le fait de créer des binômes évite beaucoup de conflits. On peut avoir des conflits dans une entreprise sur les salaires, on peut avoir des conflits aussi sur les congés, tout bêtement. Un tel veut prendre telle semaine, l'autre aussi. Comment on fait ? Quand on crée des binômes entre deux personnes responsables qui œuvrent pour le bien collectif, on évite tous ces problèmes-là, puisque entre adultes responsables, on se met d'accord en amont. Et aussi, quand on fait cela, pour le chef d'entreprise, on vit la vie de chef d'entreprise beaucoup plus sereinement. On n'a pas à gérer ce type de conflit. On nous vient, quelque part, avec des solutions et pas avec les problèmes. Et sincèrement, ça fait 20 ans maintenant, donc j'ai un peu de recul sur tout ça. Je peux vous dire qu'on a vécu très, très peu de réels conflits. C'est très rare. Donc c'est plutôt sympathique. Madame Giraud, est-ce qu'on peut dire que la banque alimentaire, en quelque sorte, est une entreprise au service des autres, et chez vous, forcément, le mot humanisme, humanité a sans doute une autre dimension, puisque vous êtes face à des personnes qui, elles, vivent des problèmes profonds, réels. Comment on vit ça au jour le jour ? Alors donc je suis ici aujourd'hui pour représenter la Banque alimentaire de l'Hérault, qui est une émanation de la Fédération nationale des banques alimentaires. La Banque alimentaire de l'Hérault a pour devise « Aidons l'homme à se restaurer » à tous égards. Donc restaurer par l'alimentation, mais se restaurer aussi dans l'estime de soi et dans la place que chacun peut prendre au sein d'une communauté, même si les conditions de vie, de précarité, ont plus ou moins exclu les personnes en question du cercle de la communauté, justement. Et donc, nous, effectivement, nous fonctionnons comme une entreprise avec l'objectif d'aider les gens qui sont en grande précarité du point de vue de l'aide alimentaire, pas seulement puisque nous faisons aussi un volet formation qui aide les gens qui sont bénéficiaires de l'aide alimentaire à utiliser les produits que nous leur donnons. Ces produits, ils apprennent à les cuisiner en groupe partagé de personnes qui se rencontrent, apprennent des recettes ou apprennent un petit peu de la vie des autres et partagent donc ces moments de formation. Alors là, ce sont des ateliers qu'on appelle des ateliers cuisine qui se déplacent dans le département au niveau des CCAS, au niveau des associations. Donc ce volet formation. Et puis nous avons aussi créé un groupe qu'on appelle groupe école, un groupe d'intervention dans les établissements scolaires qui va à la rencontre de tous les publics, en particulier des publics scolaires, mais des plus jeunes aux plus âgés, de la maternelle au master. On adapte évidemment nos interventions en fonction du public et nous allons dans les établissements pour apprendre aux enfants
ce qui fait notre force, c'est-à-dire la solidarité, le partage. Donc nous allons vers cette éducation à la solidarité, au partage et en même temps au non-gaspillage alimentaire, puisque, vous le savez peut-être ou pas, la banque alimentaire fonctionne en récupérant des aliments, pour la plupart, 63% de ce que nous redonnons ensuite au public vient de la collecte dans les grandes surfaces quotidiennes et que les bénévoles de la banque alimentaire vont chercher tous les jours de l'année, 6 jours sur 7, pas le dimanche, mais tous les jours de l'année, sauf Noël. Tous les jours, quelqu'un se lève et est à la porte du supermarché à 7h30 pour remplir un frigo qui n'est pas le sien. On a une équipe de chauffeurs, une équipe de trieurs, une équipe qui s'occupe de redistribuer. Donc nous fonctionnons avec 197 bénévoles et 6 salariés. 6 salariés parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de tâches qui nécessitent d'avoir une présence permanente et un savoir-faire affirmé. Les bénévoles, évidemment, ne sont pas là à 100% tous à temps plein. Donc voilà, notre humanisme est mis au service de l'ensemble des personnes qui sont en situation de précarité. Et au-delà des personnes en situation de précarité, nous nous orientons aussi vers les plus jeunes qui ne sont pas encore en situation de précarité, qui peuvent rencontrer autour d'eux des situations de précarité, mais leur donner aussi la possibilité de savoir qu'ils sont dans un groupe social, qu'ils sont aussi acteurs peut-être de la situation dans laquelle ils sont, en faisant attention au gaspillage dans un premier temps et en sachant qu'ils peuvent s'appuyer sur la solidarité de la communauté autour d'eux, en particulier des personnes de la banque alimentaire, mais il y a des tas d'autres associations qui œuvrent dans ce sens-là, bien évidemment, et avec lesquelles on travaille en synergie. La banque alimentaire fonctionne effectivement comme une entreprise avec des moyens logistiques, du personnel, des problèmes d'organisation, des problèmes de budget, des problèmes de fonctionnement, comme une entreprise. Et on le rappelle d'ailleurs, la prochaine grande collecte, 25 et 26 novembre prochain. J'en profite pour signaler qu'effectivement, le 25 et 26 novembre prochain, la grande collecte annuelle de la banque alimentaire, qui mobilise 2500 bénévoles ponctuels, en tout cas sur l'Hérault, permet à tous les usagers, à tous les citoyens de participer de façon ponctuelle en faisant un petit peu plus de courses que d'habitude et en confiant à nos équipes ces aliments de longue conservation, évidemment, qui pourront être redistribués toute l'année. Ça représente quand même pratiquement 10% de ce qu'on distribue tout au long de l'année, le produit de cette grande collecte. Et en plus, je signale juste en terminant que c'est la période là en ce moment où vous avez peut-être entendu parler d'une campagne nationale de recrutement de bénévoles, parce que là aussi, comme ailleurs, on manque beaucoup d'énergie, de bras et de bonne volonté. Et toutes les personnes qui peuvent être intéressées par cette action-là sont les bienvenues pour nous rejoindre. Merci. Vous avez parlé tout à l'heure d'une opération dans les collages. Vous êtes vous-même enseignante. Ça veut dire que la notion d'humanisme, d'humanité, ça doit s'apprendre évidemment dès le plus jeune âge. Quelles sont les opérations aujourd'hui que vous mettez en place ? Absolument. Mais aujourd'hui, justement, on a reçu une classe de seconde du lycée Jean Monnet qui donc est proche de la Paillade. On avait 35 adolescents de seconde qui étaient accompagnés par leurs professeurs pour une journée ils avaient appelé ça une journée éco-citoyenne, c'est-à-dire une façon d'intégrer les jeunes dans l'établissement vers une dynamique d'apprentissage en les focalisant sur un objectif citoyen ou éco-citoyen. Alors, dans ce groupe-là, leur objectif sera de participer à la grande collecte, voire susciter une à l'intérieur de leur établissement. Parce que justement, à chaque fois qu'on rencontre une école ou un groupe d'élèves dans un établissement, souvent, ça fait boule de neige et tout ce qu'on a pu communiquer autour de notre action de la banque alimentaire leur donne envie, suscite l'envie de faire la même chose. Et on a obtenu ainsi, dans des collèges ou dans des établissements primaires, des collectes motivées par les élèves auprès de leurs parents et auprès des autres classes qui n'étaient pas forcément toutes parties prenantes, permettant de récupérer dans certains cas plusieurs centaines de kilos de nourriture. Et donc, plus les enfants sont jeunes et plus ils sont attentifs et ils sont perméables à nos discours, et plus ils sont jeunes et plus ils relaient auprès de leur famille à la fois les gestes de non-gaspillage alimentaire, puisque quand même dans le monde, il y a 1/3 de gaspillage des denrées produites sur le monde, sur la production planétaire. Donc ça concerne chacun 20 kilos en France de produits alimentaires jetés par personne en moyenne.
Donc ça veut dire que ça concerne tout le monde. Et ça veut dire que c'est dès le plus jeune âge que les gestes de non-gaspillage alimentaire doivent être appris. Donc nous intervenons dans les établissements dans ce sens-là, et nous intervenons aussi dans le sens de l'éducation au partage et à la solidarité, parce que ça peut toucher tout le monde. Dans l'Hérault, on est à pratiquement 20% de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté, et sachant que la moyenne nationale est à 14%. Donc un Languedocien sur 5 vit en dessous du seuil de pauvreté. Ça nous concerne tous. Ça concerne nos voisins. Et ça peut tous nous concerner un jour. Ça peut tous nous concerner un jour, parce qu'un accident de la vie, perdre son travail, avoir un accident de santé qui empêche de pouvoir continuer l'activité habituelle, ça peut arriver à tout le monde, et donc tout le monde est concerné. Et c'est ça qu'on veut aussi faire comprendre aux enfants, c'est-à-dire que c'est pas à côté, loin, c'est tout de suite. C'est chacun de nous, on est concerné, et individuellement et collectivement, par ce problème-là. Donc l'éducation au partage et à la solidarité, ça fait partie, je pense, de vos missions, de nos missions et de ce qui nous concerne ce soir, puisque l'humanisme, à mon sens, en fait partie, bien sûr. Monsieur Le Bâtonnier-Châtel, ce sont des éléments que vous connaissez bien, puisque vous intervenez notamment auprès de l'association Face Héros. Mais ne pensez-vous pas qu'il y a aussi un travail de communication à faire? On a forcément, avec les médias, toujours un peu, certains médias en tout cas, pas la presse écrite évidemment, plutôt télévisuelle, qui ont une image parfois un peu trash. On sort une image d'Épinal un peu de l'avocat, mais ce qu'on ne sait pas forcément finalement, c'est qu'il y a tout ce travail de fond également, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Un avocat, ce n'est pas que quelqu'un qui est devant un tribunal avec une robe, c'est aussi un travail de fond auprès d'associations telles que Face. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai travail de fond en termes de communication? Épinal, je prends, je revendique. Je revendique, j'ai 1000 ans d'histoire, alors je prends. Mais mon métier, c'est l'autre. Ça fait 3 siècles que pour tout un tas de gens qui portent une robe noire, qu'ils la portent ou qu'il est dans leur tête, leur métier, c'est l'autre. Alors, ma profession, il y a plusieurs métiers. À Montpellier, il y a 1050 avocats, 1050 tripes, 1500 cœurs qui battent en même temps pour 5 mots. Dignité, conscience, indépendance, probité, humanité. La main comptant vers l'autre. L'avocat, il défend. Mais alors, dans votre remarque, qu'est-ce que c'est défendre? Certes, c'est aux assises. Mais pour bien défendre, il faut conseiller. Pour bien conseiller, il faut avoir vécu. Il faut avoir une vie de famille, une vie économique. Il faut être chef d'entreprise, auto-entrepreneur ou multinational. Mais il faut avoir les mains dedans. Et quand on a les mains dedans et qu'on reçoit de la part d'un autre la confidence, qu'on respecte le secret, on conseille, on défend. Alors c'est vrai qu'on les voit, mes confrères, à la sortie des cours d'assises. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'avant la cour d'assises, il y a eu 3 ans de visite à la maison d'arrêt. Il y a eu le juge d'instruction. Ce qu'on ne voit pas, c'est que pour arriver à une fusion d'entreprise, combien de réunions avec les directeurs, combien de réunions où on va partager, on va échanger avec l'autre. Pour bien le comprendre, il faut parler le même langage. L'avocat parle d'abord le langage du cœur. Il est digne. Il parle le langage de la conscience parce que quelque part, il ne doit pas avoir une conscience malpropre. Il est indépendant. Il est indépendant parce que pour donner un bon conseil, il faut avoir le ventre plein. Quand on a faim, on n'est pas indépendant. Et on travaille pour que d'autres n'aient pas faim. Enfin, il faut qu'il soit honnête, ça me semble un minimum et un essentiel, la probité, mais c'est la noter de l'honneur. Et puis, il faut qu'il ait de l'humanité. Il faut que dans sa vie, il prouve aussi que, même sans sa robe, il s'engage, il va vers l'autre, il va vers l'humain. Une compétence au service d'une conscience. 1050 à Montpellier, 60 000 en France. Ça vaut le coup, je revendique. Mais quand je parlais d'opération de communication, tout le monde ne sait pas, tout le monde n'a pas forcément entendu parler un jour de l'opération, par exemple, différent comme tout le monde. Tout le monde ne sait pas que ce sont des avocats qui sont derrière cette opération. Est-ce qu'on peut en parler déjà? Ça part du même réflexe et de la même réflexion que nous avons, puisque dans le cadre des clubs services, où beaucoup de mes confrères sont engagés, que ce soit le Lions, où je suis, ou d'autres clubs services, nous travaillons avec la Banque Alimentaire, nous avons la chance d'avoir à Montpellier un grand préfet, un grand monsieur, et ce grand monsieur est le préfet du handicap, il s'appelle monsieur Parisot. Et il s'est retourné vers des clubs services, et dans des clubs services, il y a des avocats, pour leur dire « j'ai besoin de vous pour faire comprendre que le handicap, à travers les enfants,
Il faut le côtoyer, le manipuler, s'y habituer et travailler avec. Pour ne plus que dans un supermarché, quand un fauteuil va passer, on ait tendance à dire aux petits non, on n'y va pas pour... On ne sait jamais, c'est peut-être contagieux. Ben non, c'est pas contagieux. La seule chose qui est contagieuse, c'est l'amour. À partir de là, les petits, ils l'ont naturellement. Et quand on leur apprend ça, on avance. Alors c'est vrai, il y a beaucoup d'avocats qui sont engagés dans leur vie. Il y a beaucoup d'avocats qui discrètement le publient pas sur les toits parce que c'est leur vie personnelle, s'engagent. Et c'est vrai aussi qu'être avocat, ça simplifie beaucoup de choses. L'avocat dont on sait que la probité, l'honneur, l'indépendance, c'est aussi sa carte de visite, il suffit qu'il dise « je suis avocat », il a la crédibilité. Alors il s'engage, il le fait des fois publiquement, des fois moins publiquement, mais peu importe, il est toujours derrière. Vous savez, il y a beaucoup de mes confrères qui, quand ils plaident, quand il y a des œuvres, donnent. Et puis il y a aussi beaucoup de mes confrères dans l'accès au droit, au titre de l'aide juridictionnelle, au titre que de nécessiteux qui a besoin d'avoir accès au droit, il paye de sa poche parce qu'aujourd'hui, plaider dans le cadre de l'aide juridictionnelle, ça coûte à un cabinet. C'est une philosophie, c'est aussi une forme d'humanisme que de décider de continuer à plaider alors même qu'économiquement, c'est plus rentable. Mais là où il n'y a plus personne, il y a toujours un avocat. On aime ou on n'aime pas, mais on vit de ça, on vit pour ça et c'est notre vie. Mais je me permets encore de reposer ma question quand même, puisque on l'a vu cet après-midi sur les consultations gratuites, les gens arrivaient un petit peu, pas à reculons, mais sans savoir vraiment où ils allaient, parce qu'il y a toujours cette image un peu de l'avocat, de la justice, et donc mettre peut-être un peu plus d'humanisme, en tout cas mettre en avant un peu plus d'humanisme, est-ce que ça serait pas ça la solution pour que cet accès à la justice soit peut-être facilité? Exemple aujourd'hui. Mea culpa, oui c'est vrai. On a eu un temps dans le public l'image du nanti, du notable et du nanti. Enfin, bonté divine, on les voit tous les jours, les avocats. Hein. Ils iront manger au food truck en même temps qu'ils iront conseiller après. Non, je crois que cette image est en train de disparaître, mais par contre, il ne faut pas non plus la gommer. Il ne faut pas toucher aux idoles, la dorure en reste au doigt, mais il ne faut pas non plus tout désacraliser. Et ma profession, avec sa robe, depuis la nuit des temps, elle défend. Mais c'est vrai qu'on a du mal à communiquer. Quand on va chez un avocat, on se dit « combien ça va me coûter ? Qu'est-ce qu'il va faire ?» Il y a la peur, il y a la crainte révérentielle. Mais cela, ça passe dès qu'on a osé dépasser. Et puis, nos barèmes, toutes les fois qu'on reçoit quelqu'un, nous sommes obligés maintenant d'établir un contrat, de faire savoir les choses. La clarté de mon métier, c'est aussi de dire « n'ayez pas peur ». N'ayez pas peur parce que nous sommes une profession qui a prêté un serment, nous sommes une profession qui est accessible. Et certes, si vous nous voyez que sur les marches du palais, on aura peut-être besoin un jour de nous avoir sur les marches du palais. Mais au quotidien, pour le conseil, sonner, taper, il y a bien longtemps qu'on ne refuse plus les petites gens. Au contraire, la plupart des avocats, ma profession, c'est bien sûr diversifié. Une profession, plusieurs métiers, à l'heure actuelle, des gens qui sont d'origine sociale totalement différente, qui il y a quelques années n'auraient peut-être pas pu espérer prêter serment. Nous sommes ici quelques-uns à pouvoir en témoigner. Une profession qui s'est féminisée, une profession qui ne discute plus depuis bien longtemps du problème de la parité, une profession où hommes et femmes à égalité on avance. Je pense qu'on est dans l'ère du temps, ça devrait se savoir si on y arrive. Très bien. Madame Clahart, alors je le précisais en introduction, vous êtes la présidente de l'association FAS, vous vous occupez des personnes qui sont laissées un peu sur le bord de la route en quelque sorte. Ces questions de droit, justement, auprès de personnes qui se sentent ou qui sont exclues, comment on arrive à gérer ça? Comment on gère ce sentiment et cette vision que ces personnes peuvent avoir du droit, par exemple? Alors, FAS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Fondation Agir contre l'exclusion. C'est un groupement d'entreprises socialement et sociétalement responsables qui ont envie d'aller vers l'autre et puis d'exercer cette responsabilité autour d'eux, dans leur entreprise et autour. Alors, la question du droit nous a toujours été posée, en fait, parce qu'on travaille fondamentalement sur le droit de l'égalité de traitement. On travaille sur la lutte contre toute forme de discrimination. Donc, on est vraiment sur la question du droit. Et c'est pour ça que, tout naturellement, nous avons des avocats à nos côtés et qu'on travaille tous les jours ensemble sur ces questions-là. Cette lutte contre toute forme de discrimination est une base. L'égalité, bien sûr, fait partie des 3 mots de la République. Donc, on est
sur ce sujet-là, absolument catégorique, l'entreprise doit s'améliorer à ce niveau-là. Alors, il n'y a pas d'entreprise aujourd'hui qui va nous dire « Ah oui, mais moi je suis extrêmement discriminant ». Au contraire, « Ah non, moi, jamais de la vie ». Mais malheureusement, la discrimination parfois se fait malgré soi. Donc, on est quelque part là, gentiment, hein, on n'est pas pointeur du doigt, on essaye d'éviter cette approche-là, on est dans une approche d'amélioration continue. Ne pas être moralisateur. Exactement, pour amener l'entreprise vers le mieux, pour l'accompagner vers le mieux. Et nos entreprises en temps vie sont parfaitement conscients que parfois la discrimination est inconsciente, comme on dit, et qu'il faut mettre en place un système, une structuration qui permet d'éviter les dérives. Donc c'est vraiment ça notre approche. Avec le soutien de ce milieu-là avec qui on partage tellement. Et je pense que quand on entend Pierre parler, on voit tout de suite que ces idées reçues sur un bâtonnier, un avocat, elles sont complètement faussées. Ce sont des personnes qui sont justement là pour lutter contre toutes ces dérives et la discrimination. Je dirais c'est la première chose. Donc vraiment, ça c'est notre travail de tous les jours. On a également, aujourd'hui, vous avez reçu 70 personnes ici, 65, 70 personnes, c'est formidable. Et nous travaillons également sur un quartier, le quartier du Petit Bar à Montpellier, un quartier qui est en amélioration. Hein. Avant, c'était un quartier vraiment très en difficulté. C'est toujours très en difficulté côté emploi, mais physiquement, le quartier commence à s'améliorer grâce à l'ANRU et d'autres dispositifs. Néanmoins, nous avons un centre dans ce quartier qui est un centre porte ouverte qui permet à la population de venir nous voir avec n'importe quelle problématique et on va les aider, les aiguiller, etc. Et on a toujours travaillé avec les avocats, avec le barreau, avec cette population-là, pour que s'il y a un problème juridique, nous pouvons faire les liens entre les deux. Et ça, c'est très important. Et ça existe depuis plus que 10 ans maintenant. C'est un travail qui est un travail partenarial. Et nous remercions vraiment le barreau pour cela. Parce qu'au moment où on a démarré tout ça, donc ça fait presque 15 ans maintenant, à ce moment-là, ce n'était pas si évident que ça. Et je dois dire qu'ici, on fait des choses qu'on ne fait pas ailleurs. Et peut-être on était précurseurs sur certaines choses. Et ça, c'est grâce à la qualité. Pourquoi ici, il y a eu cette énergie qui a fait que... J'ai la chance d'avoir à côté de moi ma présidente, Passero, et ma vice-présidente avec le bâtonnier. C'est ça. Mon cabinet a signé la convention, la charte pour l'égalité. Mais voyez, avocat, j'ai ma présidente qui est là et ma vice-présidente qui est là. L'explication, elle est là. Il faut qu'il y ait des envies, il faut qu'il y en ait qui avancent et les autres suivent. Il y en a 2 qui ont avancé, on a suivi. Donc nous avons de la chance finalement à Montpellier de vous avoir. En tout cas, si je résume en fait ce qu'on vient de se dire. Avec cette évolution de la société, vous parliez tout à l'heure de start-up qui sont des entreprises qui se montent effectivement souvent rapidement. Est-ce qu'on peut noter une évolution de ces inégalités et surtout, est-ce qu'on peut dire que notre société se déshumanise un petit peu, nos sociétés qui sont dans notre société, est-ce qu'elles se déshumanisent un petit peu ou pas du tout? Est-ce que c'est une idée fausse? Alors, je pense que c'est un peu les deux. D'un côté, ça s'humanise de plus en plus, comme j'ai dit, l'économie du partage, on est en pleine dedans et c'est une réalité aujourd'hui. Donc, on voit des entreprises développées aujourd'hui autour de l'humain pur et simple et du fait de partager des biens, des services, toutes sortes de choses. Hein, on peut tout partager finalement. De l'autre côté, on a la numérisation de la société, l'ubérisation comme on dit. Et là, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que, premier point très pratico-pratique, dans beaucoup de start-up, nous manquons de femmes. C'est très, très masculinisé tout ce milieu-là. Le milieu des jeux vidéo, on le sait, il y a très très peu de femmes dans ce milieu-là. Donc on a encore cette question de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes, la parité, au moins tous ces débats sont encore à l'ordre du jour. On n'a pas dépassé tout ça. On a besoin d'y travailler tous les jours, pour montrer qu'une entreprise diverse
est une entreprise gagnante parce qu'on cumule les compétences, on cumule les capacités. C'est extrêmement important et source de performance. Je veux dire, c'est notre cheval de bataille, on le dit haut et fort tout le temps, on le croit et on amène à nos côtés des entreprises qui l'ont testé et qui ont vu que ça fonctionne. On a plein d'éléments de preuve du bon fonctionnement de cela. Donc quand on va dans le milieu du high-tech, du numérique, du French tech, etc., et qu'on le dit, et qu'on dit aux garçons, parce qu'on se retrouve souvent dans un milieu très, très garçon, on va dire, et quand même, mélangez-vous, développez autour de ce concept-là, commence à le faire, et tout de suite, ils voient que c'est beaucoup plus intéressant, que bien évidemment la mixité à tout niveau est une bonne chose. Donc voilà, ça prend un peu de temps parce qu'il faut passer par des étapes avant d'arriver à convaincre. Et il n'y a rien de mieux, bien évidemment, que la bouche à l'oreille, que l'effet un peu qu'on puisse, la stimulation entre groupes collectifs qu'on peut créer. Madame Giraud, dans cette fonction qui est la vôtre et qui est ô combien sans doute compliquée face à ces populations en difficulté, comment on met de l'humanité, du lien, comment on met de l'humanisme? Quelles sont les missions, les actions que vous avez mis en place pour rendre tout cela peut-être un peu plus humain? Alors, l'organisation dans laquelle fonctionne la banque alimentaire, et je le disais tout à l'heure, est celle de la récupération des denrées dans les supermarchés, de la récupération aussi auprès de certains agriculteurs, de la grande collecte et ensuite de certains dons de l'Union européenne. Donc tous ces éléments-là, qui sont des produits à distribuer tout au long de l'année, sont distribués de façon adaptée aux structures vers lesquelles nous allons. C'est-à-dire qu'il y a des associations, il y a des CCAS. Les CCAS sont des centres communaux d'action sociale qui donc sont gérés dans les communes. Et les associations, ce sont par exemple les Petits Frères de Saint-Vincent-de-Paul, ça peut être aussi Refuge, l'association dans laquelle sont engagés les jeunes homosexuels. Ça peut être à un moment, nous donnions à un groupe de personnes de l'ordre de Malte qui distribuaient dans la rue le soir, à la nuit tombée, des produits alimentaires aux gens qui étaient dans la rue. Ça peut être toutes sortes d'associations. Nous avons en tout 120 CCAS et associations que nous servons. Et notre objectif, c'est de s'adapter aux besoins de ces personnes en étant en communication le plus possible en fonction du nombre de personnes et en fonction de la qualité de ces personnes. Est-ce que ce sont des familles avec des enfants? Est-ce que ce sont des personnes âgées? Est-ce que ce sont des personnes qui, par exemple, lorsqu'elles sont dans la rue, n'ont pas de dents, donc c'est pas la peine de leur donner des pommes des choses, on essaye d'adapter tout en étant extrêmement respectueux de leurs différences au mieux de leurs besoins. Et effectivement, en ayant des relations assez proches avec eux, on a des responsables qui sont en contact direct avec eux et qui ajustent au mieux les dons que nous faisons envers ces bénéficiaires. Et bien évidemment, quand parfois dans une association, on nous demande pour une raison X ou Y, parce qu'il y a une fête ou un anniversaire ou quelque chose qui nécessite des mets particuliers, on essaie au maximum de les leur donner. Même si ce sont des demandes spéciales ou des demandes complètement inhabituelles, on essaie d'être au plus près des demandes de ces personnes qui sont en situation de difficulté. Et quand on leur donne des produits, on leur donne toujours des produits dont on essaye de leur fournir la meilleure qualité possible, bien que ce soit des produits entre guillemets de deuxième main, c'est-à-dire des produits qui ont été retirés des supermarchés. Nous faisons en sorte que ça soit aussi intéressant, aussi agréable, aussi appétissant que lorsque on fait soi-même ses courses. Et par ailleurs, il existe aussi, et ça c'est peut-être le dernier maillon de l'humanité dans ce cadre-là, des associations qui gèrent des épiceries solidaires. Et nous fournissons donc les produits pour les épiceries solidaires, c'est-à-dire que les personnes qui ont droit à ces épiceries solidaires, qui ont donc fait la preuve de leurs revenus extrêmement faibles une fois que leurs charges ont été payées, ces personnes peuvent bénéficier donc de la possibilité de faire des courses dans un véritable magasin dans lequel on trouve de tout et où ils ne sont pas obligés de prendre ce qu'on leur donne, ce qui est un peu l'inconvénient des paniers repas que l'on peut parfois donner dans les différentes associations quand c'est sous forme de paniers repas. C'est-à-dire que les gens font leurs courses,
choisissent des pommes de terre ou des carottes ou des poireaux, prennent tel biscuit ou tel autre. On essaye de les orienter sur place de façon à ce qu'ils ne fassent pas des courses avec seulement des biscuits. Mais on les laisse relativement libres, complètement libres, dans un magasin qui ressemble à un magasin normal. Et par contre, ces personnes ne paient que 10% de la valeur des produits. Voilà. Et donc ça permet, ces 10%-là correspondent juste aux charges de fonctionnement du local, l'électricité, l'assurance, l'eau, les produits d'entretien et l'essence pour apporter les produits jusqu'à cette épicerie. Ce qui correspond quand même à une restauration de l'estime de soi, dans la capacité d'être complètement autonome quand on va faire ses courses. Et on rappelle la grande collecte les 25 et 26 voilà. novembre Merci prochain. à vous de le rappeler. Je suis suisse, donc je suis un peu... Mais un vous peu avez précis raison. comme les coucous. Je poserai ma dernière question au bâtonnier Châtel. Question un peu similaire à celle que j'ai posée tout à l'heure à Clara Hart. Est-ce que vous sentez une évolution avec la société, avec les nouvelles technologies, avec l'évolution de la société, des mœurs, avec tout ce que l'on peut vivre et traverser en ce moment, une évolution de l'humanité dans le droit, à la fois dans les sujets que vous avez à traiter et dans la façon de rendre le droit? Est-ce que on le rend peut-être avec un peu plus de condescendance parce que l'époque est un peu difficile? Est-ce que c'est des notions comme ça qui peuvent rentrer en ligne de compte? Générosité, elle est toujours présente. Elle est présente avec le Téléthon, elle est présente autour d'événements tragiques. Tout le monde va se retrouver. Par contre, l'odeur. Celui qui est sur le bord du chemin et qui sent. Celui dont on se détourne parce qu'il sent pas bon. Certainement parce qu'il sent l'humain. Et qu'en le sentant, on a peur de se respirer soi-même. Celui-là, il fait peur. Vous savez, il y a le SAMU social. Et ce sont des gens merveilleux. Ce sont des gens qui descendent avec des blouses blanches et des gants. Ben nous, dans nos bureaux, on n'a pas de gants. Et on fait aussi le SAMU. On les reçoit aussi, ceux-là. Au quotidien, le bâtonnier désigne pour la défense des étrangers, pour la défense des enfants, pour la défense des faibles, des gens qui y vont sans gants, sans robe, avec leur conscience et qui défendent. Alors, bien sûr qu'on est au contact de cette humanité. Bien sûr que maintenant, quand on va rentrer dans les hôpitaux pour aller aider, pour aller assister ceux qui sont hospitalisés d'office, et comment l'internement, bien sûr qu'on a évolué. Bien sûr que l'avocat est sorti de son cabinet. Il est au cours d'assises, mais il est sorti de son cabinet. Il est partout. Et comme il est au quotidien, son humanité, il la vit avec son exercice professionnel et son engagement annexe. Ce que je vous disais tout à l'heure peut paraître choquant quand je parle de l'odeur, mais ouvrir son cabinet à quelqu'un, lui serrer la main et lui sourire. On n'est pas obligé d'épouser sa cause quand on défend quelqu'un. On est simplement obligé de le comprendre et de parler pour lui. Et ça, c'est fondamental. Et au quotidien, l'humanité, nous la pratiquons à travers ces éléments-là. Quand je vous donne l'image du SAMU avec les gants, merveilleux. Mais quand je vois mes jeunes confrères, le soir, 20h, 21h, 22h, garde à vue, présent, et le lendemain, présent, ça force aussi pour nous l'émotion. Je ne sais pas si dans le grand public on comprend que avoir quelqu'un à côté, quelqu'un qui vous tient la main ou physiquement ou moralement, c'est une force extraordinaire, mais qu'à donner de la force, on en perd aussi, que l'avocat, comme tout chef d'entreprise, a son stress, a ses problèmes, à sa ligne SOS détresse. Parce que nous aussi, on y laisse des plumes. Et peut-être que se faire savoir dans le grand public qu'aider les autres, on y laisse des plumes, mais on y ramène tellement de satisfaction que notre profession, de temps en temps, la robe, ça sert à cacher ça, les calvities du cœur. Toujours de très belles images. Je vous remercie infiniment en tout cas. Merci beaucoup mesdames. Merci beaucoup monsieur. Merci madame Giroux. Merci madame Clara Hart. Je tiens à préciser que vous avez un conseil municipal, je crois, qui a déjà commencé et on vous attend. Merci en tout cas infiniment d'avoir été des nôtres ce soir. Et puis merci au bâtonnier Châtel et toutes ces belles images et toutes ces belles envolées lyriques. Deuxième table ronde maintenant avec un thème toujours dans cette thématique globale. Et nous allons parler d'indépendance. Et je vais demander à madame Anne-Yvonne Lédin de bien vouloir venir me rejoindre. Il y avait un accent
Ledin. Voilà, Anne-Yvonne Ledin de bien vouloir nous rejoindre sur cette scène, le professeur Henri Joyeux et monsieur le bâtonnier Brunel de bien vouloir prendre place. Je vous présente pendant cette petite mise en place Anne-Yvonne Ledin. Donc, vous êtes scientifique, ingénieur agronome, docteur en sciences de la Terre et vous êtes députée PS à l'Assemblée nationale, ancienne vice-présidente du Conseil régional. Professeur Henri Joyeux, professeur médecin et écrivain, vous avez fait de la santé des familles notamment une véritable croisade. Vous êtes un homme engagé, vos positions ont souvent fait débat. Et vous coûte parfois. Vous êtes actuellement sous le coup d'une radiation de l'ordre des médecins, suspendu à l'avis, un avis futur qui interviendra au mois de décembre. Et puis, monsieur le bâtonnier, voilà, je vous laisserai revenir. Je compte sur vous pour cela. Monsieur le bâtonnier Brunel, 5 fois élu au Conseil de l'Ordre. Et j'ai lu sur votre site internet et ça va introduire très très bien ce deuxième débat. Vous êtes, et c'est marqué en toutes lettres, fier de son indépendance absolue. Je vous laisse revenir sur cette petite précision, donc, professeur Henri Joyeux. Oui, c'est très simple. C'est très simple. Il y a eu une radiation qui a été donnée le 28 juillet de cette année. Bien. Donc, on a le droit de faire appel. Alors, d'abord, le conseil départemental de l'Hérault a fait appel et a voté l'appel en disant on n'accepte pas les oukases de Paris, puisque c'est Paris qui est en réalité à l'origine de tout ça, c'est pas du tout le conseil régional. Ensuite, moi j'ai fait appel. Donc il y a 2 appels qui seront devant la chambre disciplinaire du Conseil national. Quand est-ce que ça se passera? Ça, je n'en sais rien. On m'a dit c'est plutôt une année. Donc une année, ça veut dire peut-être, disons, juillet 2017. Mais ça signifie que, comme c'est suspensif, je continue à consulter, et j'exerce mon métier, et je compte bien continuer à l'exercer, et je pense qu'ils auront de grosses difficultés à me radier, je vous le dis tout de suite, parce que j'ai de bons avocats. Voilà. Madame Ledin, vous êtes docteur en sciences de la Terre, vous êtes scientifique. On en parlait tout à l'heure en préparant ce débat. Qu'est-ce que l'indépendance dans la science, notamment lorsque l'on a des rapports de personnes dites indépendants et finalement indépendants de qui et de quoi, et qui paye ces spécialistes qui viennent de façon indépendante donner leur avis sur un sujet précis? Par principe, la science, elle est soumise à la vindicte des pairs, qui sont d'autres scientifiques par le biais des publications et des congrès. Donc il faut donner à voir et prouver ce que l'on montre et ce que l'on dit. C'est un principe de fond, ça s'appelle la réfutation. Il faut que ce que vous montriez ou annonciez puisse être réfuté. Il faut que vous puissiez donc en donner les arguments pour que ceci puisse être repris et être réfuté. Il y a peu de choses qui sont gravées dans le marbre pour l'éternité, la gravité, nous le savons, et quelques autres petites choses comme ça, mais il n'y en a pas tant que ça sur le plan scientifique. Maintenant, la question d'indépendance, pas seulement en sciences, c'est une question qui est lourde, parce que la grande question, c'est indépendant par rapport à quoi? Indépendant de qui et indépendant comment? Et notamment aujourd'hui, on a en France, d'ailleurs j'en suis responsable pour le groupe socialiste, un texte qui est au Parlement, donc qui a été voté à l'Assemblée et qui est parti au Sénat, sur le statut des autorités indépendantes. Il y en a beaucoup. Les autorités administratives indépendantes et les autorités indépendantes. Et ce mot devient une sorte de vulgate que tout le monde utilise. Et finalement, on ne sait pas très bien de qui on est indépendant. Et si le scientifique a pour devoir d'être indépendant et de le prouver, il est quand même payé par quelqu'un. Dans le secteur public, ou dans le secteur privé ou parapublic, ou dans les entreprises. Mais la vraie grande question, c'est qui vous paye? Et si on vous paye, est-ce que vous êtes asservi? C'est une question qui est lourde. Les avocats sont par nature, c'est-à-dire dans le serment, indépendants, et ils ont prêté serment
d'assurer la confidentialité de ce qui sera de contenu. Mais tous les experts indépendants qu'on voit en permanence à la télévision et qui vous sont présentés par des journalistes indépendants comme des experts indépendants, on ne sait pas qui les paye. Or, ils sont bien payés par quelqu'un. Et donc, c'est un mouvement, hein, c'est un mouvement qui est en cours. Il y a une troisième force qui est en train d'apparaître. Les médias, c'est fait, c'est le premier pouvoir. Ils sont tous indépendants, mais il n'y a pas un journal en France qui n'ait pas une forme de rétrocession publique qui tourne pour les hebdomadaires autour de 14 à 15 millions d'euros par an. C'est la réalité. Donc, mais ça ne veut pas pour autant dire que les journaux sont achetés. Vous voyez, c'est ce que disait Madame tout à l'heure par rapport à la banque alimentaire. Il y a des subventions publiques. Ça ne veut pas pour autant dire qu'ils sont achetés. Mais tout cela est su. Mais la vraie question de l'indépendance, c'est ces experts, moi je trouve, ces experts. Et pour les avocats, c'est important parce que vous avez le dossier en main. Il faut plaider avec un dossier, comme ça a été dit par le bâtonnier Châtel. Il y a de la préparation avant. Il y a des réunions avant, pas seulement avec le justiciable, mais également avec un certain nombre d'opérateurs. Et ce mot indépendant, moi je m'estime indépendante dans ma pensée politique. Pour autant, je suis élue avec une étiquette que j'ai acceptée, que j'ai même sollicitée, et qui correspond à un courant de pensée à laquelle mais je ne suis pas forcément d'accord avec tout. Pour autant, j'ai un devoir de solidarité. J'ai un devoir de solidarité, j'ai un devoir de restitution. Donc, être indépendant, ce n'est pas qu'au moment où on vote ou au moment où on est investi. C'est tout le temps. C'est une attitude mentale. Il m'arrive de ne pas être d'accord, mais je le dis. La question, et c'est d'ailleurs pour ça le pouvoir d'amendement des parlementaires, c'est quand même celui-là, c'est de dire on n'est pas complètement d'accord avec le texte qui nous est présenté, on propose de l'amender. On le voit par exemple, pour rester sur le domaine politique, dans votre famille politique, il y a les frondeurs qui, eux, à un moment donné, ont décidé de ne plus suivre. Voilà. Donc, c'est quoi? C'est un signe d'indépendance? Moi, je pense que c'est un outil politique? C'est une réelle volonté d'indépendance? C'est quoi la question des frondeurs, là vous m'amenez sur un chemin que je n'avais pas prévu, mais la question des frondeurs, elle est de jusqu'où vont-ils? Jusqu'où sont-ils frondeurs? Jusqu'où va l'indépendance finalement? Jusqu'où va l'indépendance et est-ce que l'indépendance, c'est uniquement s'opposer? Est-ce que c'est simplement exister? Et ce n'est pas vrai seulement pour le politique. Moi, je pense à tous ces experts indépendants qu'on a en permanence qui parlent de tout un tas de sujets parce qu'ils sont indépendants. Mais on ne sait pas qui ils sont. On ne sait pas qui les paye. Et je crois qu'une des grandes questions de ce 21e siècle qui a déjà pas mal démarré, ça va être quand même sur ces grands nouveaux pouvoirs, ces grands nouveaux systèmes qui sont les organismes indépendants, il y a les ONG, tout ce qui est non gouvernemental serait indépendant. Et tout ce qui serait gouvernemental serait dépendant. Il y a une vraie question philosophique, là, quand même. Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de mode aussi dans l'indépendance? Est-ce que, finalement, être indépendant, c'est ne pas faire partie d'un vieux système que la société va rejeter? Je suis indépendant, donc je suis neuf. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un accent de communication derrière tout ça? Voilà, je suis indépendant, donc je suis neuf. Je pense que le vocabulaire est neuf. Et qui commence à devenir une antienne. Et qu'il va aussi falloir que la société elle-même, et donc par son premier pouvoir qui sont les journalistes, et par son second pouvoir qui sont les politiques, et je le dis avec une certaine forme de verdeur, mais on est dans la question va finir par se poser. La vraie question, c'est qui vous paye? Et cette question, elle se pose à chaque être humain. Notamment à ceux qui parlent et qui portent des paroles. On a aussi des personnes aujourd'hui qui on fait une association sur 3 personnes, on parle fort, on a accès à des médias et on est instantanément quelqu'un qui commence à avoir une existence par le biais médiatique. Quelle est votre légitimité? La question de l'indépendance, c'est la question de la légitimité. Et la grande question de l'indépendance, c'est qui vous paye? Et ça, c'est un peu cru, ce que je viens de dire. Mais l'indépendance, elle suppose... ça n'est pas une antienne, ça n'est pas un drapeau. C'est un comportement, c'est une attitude, c'est une morale, et c'est une certaine forme, je dois le dire, la notion de serment me va bien. Et derrière, il faut aussi un collectif qui garantisse qu'effectivement vous êtes indépendant. Vous ne pouvez pas vous décréter indépendant. Et c'est fondamental. L'indépendance ne doit pas
être un manque de règles, finalement, et de suite logique. Professeur Henri Joyeux, est-ce que vous diriez que l'indépendance parfois coûte cher? Et jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour votre indépendance? Non, je ne dirais pas ça. Je dirais d'abord que je rejoins beaucoup et je la félicite pour sa clarté et son honnêteté. C'est que c'est le problème de l'argent. D'accord? Bon. Donc si vous regardez par exemple ce pourquoi, entre guillemets, je suis condamné, il s'agit des vaccins, je n'ai jamais été contre les vaccins. Je suis contre les abus. Bon, ça c'est un premier point. Et si vous regardez les experts, ça a été dit très précédemment, les experts, vous avez entre 40 et 60% des experts qui sont dans les commissions de décision. Au Conseil à la santé, conseil qui donne des conseils au Conseil à la santé qui s'occupe uniquement des vaccins. Et quand vous regardez ça de très près, il n'y a pas besoin d'une loupe. Vous voyez que, comme je vous dis, 40 à 60% sont des experts qui ont ce qu'on appelle des liens d'intérêt. Et là, vous pouvez le dire, madame, à votre ministre. Elle a choisi pour diriger la concertation sur les vaccins un type pour lequel j'ai une grande estime scientifique, mon collègue Alain Fischer à Paris, mais qui a reçu 100 000 euros. C'est officiel, c'est pas moi qui le dis, c'est totalement officiel. Je ne le savais pas, et donc c'est d'autres qui me l'ont démontré. J'aurais dit, je veux les preuves, de Sanofi Pasteur. Vous comprenez? Il ne les a pas mis dans sa poche, j'en suis sûr. C'est allé à son labo, j'en suis sûr. Bon. Mais ça me gêne, vous comprenez? Quand vous regardez que dans cette concertation, vous avez une de mes collègues qui a une chaire de vaccinologie à Genève, que je connais bien, laquelle est payée par les labos et qui sont, dont les sièges sont en Suisse. Où est la liberté d'expression? Où est la liberté de fonctionnement? Où est la liberté de l'expert? Vous comprenez? Bon, alors, moi, quand la question que vous posez, est-ce que ça coûte cher? Non, ça coûte cher. Bah, il faut aller voir un avocat. Il faut avoir des avocats. Et les avocats, ça peut coûter... Bon, donc ça, c'est un sujet, si vous voulez. Mais quand... Merci d'avoir... mais c'est normal, tout travail mérite salaire, et quand il est bien fait, il faut qu'il soit payé. C'est tout à fait normal. Mais ce que je veux dire, c'est que dans notre société, aujourd'hui, vous avez des dysfonctionnements liés justement à des problèmes d'indépendance. Et donc je pense que c'est très intéressant que les avocats du barreau de Montpellier aient décidé de prendre ce sujet pour nous faire réfléchir, parce qu'on ne va pas trouver des solutions, mais pour bien montrer où sont les limites. Vous comprenez? Vous avez parfaitement expliqué, madame, vous êtes député socialiste, vous auriez pu être député républicain. Bon, mais ça veut dire que vous avez eu le tampon... Mais je suis républicaine. Oui, d'accord. C'est très bien. Mais vous avez eu le tampon d'un parti, j'ai rien contre. Mais ça veut dire, comme vous l'avez parfaitement exprimé, que vous devez aller dans le sens du parti. Où est l'indépendance? Attendez, dans votre pensée, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Non, mais vous êtes obligé de voter, comme dit monsieur je sais pas qui. Non plus. Écoutez, je vais vous donner un exemple, madame. Un exemple extrêmement intéressant. J'ai eu comme idée, avec d'autres, de demander à des députés, c'était dans le précédent quinquennat, au-dessus d'avant, je ne me souviens plus, je crois que c'était sous Villepin ou Raffarin, bon, de demander à ce qu'il y ait, après 20h30, après les nouvelles, un temps de à peu près 1 minute, ça fait quand même 60 secondes, pour qu'un élève du mime Marceau, vous voyez qui c'est le mime Marceau, puisse exprimer sans un mot un message de prévention. Bon. 52 ou 60, je ne sais plus combien de députés d'un bord, on se dit très bonne idée. Les députés de l'autre bord n'ont pas le droit de signer. Ça, je ne le savais pas. Ça m'a choqué, parce que vous pouvez, madame, être tout à fait d'accord avec cette chose-là, mais si vous allez voir les députés de l'autre camp, c'est un système qui est comme ça, ils n'ont pas le droit de signer. C'est uniquement un camp. Bon. À partir du moment où vous êtes dans un camp, vous avez l'autre camp qui est opposé. Ensuite, il faut que ça passe au niveau du Premier ministre. Lequel Premier ministre va peser. Ça m'apporte des voix, ça ne m'apporte pas des voix. Où est l'indépendance dans tout ça? L'intérêt du grand public, il ne va dépendre que de la force de ce grand public sur ceux qui vont nous diriger ou qui auront une certaine force. Je donne l'exemple. Moi, j'ai lancé une pétition qui, actuellement, atteint 1 080 000 personnes qui ont signé. J'ai obligé personne. Bon. Et ça inquiète. Qui ça inquiète? Ça inquiète pas la ministre, ça inquiète les labos, qui font pression sur la ministre et qui font pression sur un certain nombre de collaborateurs, dont 2 ont foutu le camp du ministère en disant il y en a ras-le-bol. Vous comprenez? Donc, et ça, je trouve que c'est bon, et c'est une bonne évolution dans notre société. Bon, moi j'ai mon franc-parler, vous le savez, nous ne sommes pas toujours du même avis, bien que nous ayons des points communs, la République, tout ça, bon. Mais
Mais voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est de débattre. Et c'est à partir du moment où vous avez des débats et des argumentaires solides, nous avons travaillé sur le plan scientifique. Elle est dans l'agronomie et elle a pigé un jour quelque chose d'énorme, c'est que de faire pousser des plantes, c'était aussi extrêmement intéressant de voir pousser des tumeurs pour les faire régresser. Vous vous souvenez, madame? On a bossé ensemble. Mais très bien, j'ai même Bien financé le jeune Tout étudiant à qui était fait. dans un labo de plantes et qui Tout à travaillait fait. sur la modélisation du Absolument, foie. absolument. Donc, ça veut dire que, vous voyez, on peut bosser ensemble pour le bien de l'humanité. Dans le cas précis, c'était pas des plantes, mais c'était des humains. Là, moi, je trouve ça assez formidable. Et le problème de l'indépendance, c'est un sujet qui est extrêmement important. Ça se travaille, et jusqu'où vous êtes prêt à aller pour votre Jusqu'au bout. indépendance? Jusqu'au bout. Je ne ferai pas comme un qui vous a dit « je vous regarde dans le blanc des yeux pour vous dire que j'ai pas de compte en banque, je ne sais pas où ». Je vois pas de qui vous parlez. Mais je peux vous dire que j'irai au Conseil d'État, que j'irai au niveau européen et que je ne me laisserai pas faire. Ça, c'est certain. Et que les arguments de mes avocats, alors franchement, je ne les avais pas vus, moi. Mais les avocats, mais vous êtes extraordinaires. Parce que quand je suis allé la première fois devant mes collègues, je n'ai pas pris d'avocat. J'ai fait une erreur. On m'a dit, j'ai fait une erreur, je reconnais, bon, il faut prendre un avocat. J'ai dit, mais je parle des toubibs. Les toubibs, ils comprennent les trucs des toubibs, les mots de toubib. Non, il vous faut un avocat. Non, j'ai dit, je me débrouille. Bon, très bien. J'y suis allé. Bon, j'étais à l'aise, sans aucun problème, mais il y avait, pas un avocat, mais un juriste, là, je sais pas comment on appelle ça, un type qui est sorti de l'ENA. Vous voyez ces gars-là? Bon, le type, il a strictement rien compris, lui, en tout cas, ça, j'en suis sûr. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que vous avez des ordres qui tombent de Paris. Où est la liberté? Vous avez des ordres qui viennent de Paris. Sur un conseil qui est un conseil régional, où le conseil régional se fait un plaisir, puisque vous ne pouvez pas avoir un collègue de l'Hérault pour vous défendre. Vous avez l'Aude, les Pyrénées-Orientales, le Gard et la Lozère. Et donc, ils se font un plaisir de se taper un universitaire. Normal. Ça ne me choque pas. Mais je vous dis, vous m'avez posé la question, jusqu'où vous irez? Jusqu'au bout. Bon, en tout cas, maintenant, vous le savez, c'est marqué partout, jamais sans mon avocat. Oui, bien sûr. Voilà. Très bien. Mais je voudrais quand même dire au professeur Joyeux, qu'on connaît depuis très longtemps, Oui. c'est que la notion d'indépendance, elle est quand même compliquée. Vous venez de donner l'exemple par rapport à l'ordre des médecins, vis-à-vis que c'était les collègues qui étaient de l'Aude, du Gard, et pas de l'Hérault. Mais c'est une formule assez saine dans le métier médical que l'ordre, et c'est l'ordre, ce n'est pas l'État, même s'il y avait un énarque. Peut très bien être détaché. Donc, c'est pas parce qu'il n'était pas aux ordres de Paris. Je peux permettre de le préciser quand même. C'est-à-dire des ministères. Non. Les ordres se sont donnés comme propre autorité, comme propre raison d'être, règle commune, de ne pas faire juger des collègues de l'ordre auquel ils appartiennent. C'est une décision qui a été prise de manière indépendante et autonome par l'ordre en question. Tout à fait. Donc moi je pense qu'on est dans un pays qui a un peu tendance toujours à vouloir avoir des coupables. Mais le bouc émissaire, Oui. Et il faut innover, c'est comme ça a été dit par la dame tout à l'heure. On est on est quand même le pays de l'innovation, c'est vrai. Mais on est de plus en plus freiné parce qu'on a peur de tout. Nous sommes un pays qui a peur de tout. On veut tout, mais on ne veut pas en payer le prix, et pas seulement le prix financier, mais le prix moral. Les conséquences d'avoir tout. Quand chacun a un téléphone portable dans la poche à partir de 5 ans, ça coûte cher à la famille. Bien sûr. Ça fait 200 € de moins dans le portefeuille. C'est pas rien. Parce qu'en plus, vous avez l'abonnement Internet, vous avez la box, vous avez 3 ordinateurs dans les foyers qui ont un peu les moyens. Mais quand nous, la région à l'époque, avec Georges Frêche, on avait décidé de donner un ordinateur à chaque élève qui rentrait en classe de seconde, c'est-à-dire qui quittait le collège et qui restait dans le système éducatif, et aussi aux apprentis, ça fait 33 000 ordinateurs disponibles. Chaque ordinateur coûte à la collectivité 400 €. Ça coûte C'est pas rien, 400 €. Hein, c'est pas des petits ordinateurs minables, quoi. Hein, c'est des beaux ordinateurs, bien solides, avec des logiciels pertinents. Mais on en a eu 3 qui les ont remis sur eBay. C'est pas les gosses de pauvres qui les ont mis sur eBay. Mais ils sont indépendants. Vous voyez, une fois qu'ils sont leur ordinateur, ils font ce qu'ils veulent. S'ils ont des parents idiots et insupportables, c'est malheureusement le problème du gosse. Parce que c'est un problème pour le gosse d'être mal élevé. Et c'est la responsabilité de l'indépendance de ses parents. Mais pour la plupart des jeunes, ça a été une formidable... ils n'avaient jamais vu ça. Dans la famille, des fois, il n'y en avait pas. Alors maintenant, tout le monde nous dit que tout le monde a un ordinateur. Mais dans beaucoup de familles, l'ordinateur, s'il y en a un, c'est monsieur qui s'en sert. Et c'est souvent le fils aîné ou le fils cadet, mais pas la sœur. Et oui, c'est ça la réalité. Le monde réel, c'est ça.
Et donc, chaque gamin, fille ou garçon, ont un ordinateur, ça leur donne de l'indépendance. Ça leur donne de l'indépendance. Mais il faut contrôler. L'indépendance n'exclut pas le contrôle. Et la grande question, c'est qui contrôle quoi? Et quoi contrôle qui, quand, comment et dans quel ordre? Et qui paye quoi et qui paye qui? C'est Ça va fondamental. avec. Qui paye quoi et qui paye qui? Et tous ces experts indépendants qu'on a à longueur de chaîne, ou ces grandes institutions qui, à longueur de chaîne, nous expliquent qu'elles sont indépendantes parce qu'elles ne dépendent pas des gouvernements, c'est les ONG. Moi, je dis à un moment donné, mais qui vous paye? Et Alors, vous défendez les intérêts de qui? On Et a vous bien défendez compris que les les experts intérêts de indépendants qui? étaient un peu votre Non, focus non, du je jour. reviens, mais je fais comme M. Joyeux, j'ai mes dadas. Lui, c'est les vaccins, moi, c'est les Oui, experts voilà, c'est indépendants. ça. Mais on On se va passer- rejoint, on se rejoint. Alors, Mais enfin, en tout cas, merci. Je voulais quand même vous dire, chapeau au barreau de Montpellier, parce que aborder des sujets aussi délicats, hein, dont les balances financières derrière sont à peu près invisibles, c'est quand même rare. Je veux dire, avoir l'occasion de parler sans être, comment dire, en pouvant s'exprimer avec son cœur et son âme quelque part, hein, et pas seulement dans une posture ou dans un combat, c'est quand même rare. Et donc, bravo. C'est une belle innovation, je trouve. Pas mal. bon, très bien. Merci. Quelques applaudissements, vous avez le droit, évidemment. Monsieur le bâtonnier Brunel, justement, ces remerciements, vous allez à vous et à toute cette vénérable institution. L'indépendance chez un avocat, c'est marqué évidemment dans votre serment, c'est un exercice qui peut parfois être un peu compliqué, un peu difficile, parce qu'un avocat ou une avocate, ce sont des hommes, ce sont des femmes qui ont leurs propres idées, leurs propres opinions. Face à un client, parfois, comment on arrive au-delà du serment, une fois qu'on se retrouve seul face à son dossier, à gérer cette indépendance? Je vais vous répondre, mais tout en Merci. restant dans le serment. Tout d'abord, je veux faire remarquer à la salle que les avocats sont bavards, mais ce ne sont pas les seuls. Et vous pourrez admirer la patience du bâtonnier de Montpellier, qui est l'hôte d'océan, qui intervient au bout de 20 minutes, c'est ça? Ouais. Et 18 secondes. De 20 minutes et 18 secondes. Alors, l'indépendance. Moi, je trouve qu'il ne faut pas trop compliquer les choses. Nous avons un serment, le serment que vous avez là, qui comporte ce terme, indépendance. L'avocat, qui est-ce? C'est un homme ou une femme, avant tout. Un homme ou une femme qui se retrouve seul face à des situations. Qu'il porte la robe ou qu'il ne la porte pas, il est face à quelqu'un, face à une juridiction, face à lui-même, face à un ensemble d'éléments que compose le dossier, et il doit se dire qu'il ne peut pas enfreindre une règle, parce que la prestation de serment, c'est quand même important. Hein? On ne prête pas serment comme on va jouer au loto, comme on fume une cigarette, ou comme on sort en ville de faire la gaudriole. Hein, c'est un moment fondamental Gaudriole. dans la vie de l'avocat. Oui, la gaudriole. C'est un moment fondamental dans la vie de l'avocat. Et quand on dit cela, je jure comme avocat d'exercer, notamment avec indépendance, c'est toute la vie professionnelle qui est engagée. Alors qu'est-ce que l'indépendance pour un avocat? Encore une fois, c'est un homme. Il a beau travailler dans un cabinet de 500 avocats, c'est un homme seul. C'est un homme seul face à un client, face à un dossier, face à une institution judiciaire et face à lui-même. Quand j'ai écrit dans mon, pas mon blog, là, dans mon machin, là, dans mon site, puisque c'est quand même moi qui l'ai écrit, quand j'ai écrit dans mon site que je revendiquais une indépendance absolue, c'est parce que j'estime que, justement, on n'a pas à se poser la question de savoir qui paie. L'indépendance, le paiement, ça c'est très important pour les experts, pour les trucs comme ça. Oui, ça c'est très très bien. Hein, on peut se demander s'ils sont indépendants ou pas, parce que ceux qui les paient exigent quelque chose en retour, qu'on le veuille ou non. Et là, nous sommes totalement d'accord, tous les trois. Mais pour un avocat, c'est totalement différent. C'est totalement différent. Vous prenez un client, vous allez épouser sa cause, tout en restant très objectif vis-à-vis de cette cause. Vous n'allez pas prendre le client, l'embrasser sur la bouche et lui dire « Mon petit, je vais te défendre jusqu'à la mort ». Non, pas du tout. Et il va vous payer pour le travail que vous faites, mais uniquement pour le travail que vous faites. Et si, et c'est là que je dis, moi je revendique une indépendance absolue, si vous n'êtes pas d'accord avec le client, le serment que vous avez prêté vous oblige à renoncer à assurer sa défense.
C'est ce que l'on appelle la perte de confiance. Pour qu'il y ait une relation entre un avocat et son client, il faut cet élément essentiel qu'est la confiance. Et l'indépendance de l'avocat, elle peut s'exprimer à partir du moment où la confiance est rompue. Peu importe l'argent que l'on perdra. C'est cela l'indépendance absolue. Peu importe l'argent que l'on perdra. Moi, je revendique le fait qu'il vaut mieux abandonner un client et abandonner le chèque qu'il vous promet plutôt que de risquer de se retrouver le soir ou le matin devant la glace en se disant « Mon vieux, hein, tu as peut-être pris 10 000 € hier soir, mais en tout cas, tu ne peux plus te regarder en face proprement. » Alors, il y a cette indépendance vis-à-vis du client. Et puis, il y a l'indépendance vis-à-vis, ça c'est plus facile, vis-à-vis des juridictions, c'est quand même nettement plus facile. Parce que l'avocat qui est à l'oreille de la juridiction, parce qu'il va prendre l'apéritif avec un magistrat, il y a longtemps que c'est fini. Alors, on ne risque plus rien en France actuellement à critiquer une juridiction et à affirmer que l'on n'ira pas soutenir telle ou telle chose ou ne pas soutenir justement telle ou telle chose devant une juridiction. L'avocat n'a aucun problème d'indépendance à l'égard des juges. Ou alors, il faut qu'il change de métier. Parce que on n'a pas l'habitude de voir des confrères venir laper du miel dans la main des juges, absolument pas. Ça, c'est le sujet le plus facile, l'indépendance vis-à-vis des juridictions. Et puis, indépendance vis-à-vis de soi-même. Ah, ça, c'est un peu plus compliqué. Parce que vous pouvez, je ne sais pas qui c'est qui le disait, c'est le bâtonnier Châtel qui le disait tout à l'heure, vous pouvez parfaitement défendre une personne dont vous n'appréciez pas du tout la cause. Ah oui, eh oui. Le talent de l'avocat, poussé à la perfection, c'est celui qui est capable, dans la même journée, de plaider pour et de plaider contre, de conclure pour et de conclure contre. Ça, je dis souvent à mes jeunes confrères, quand je leur donne des cours à l'EFAX, faites l'exercice, vous verrez, c'est très, très intéressant intellectuellement. Et c'est une forme d'indépendance, parce que vous êtes indépendant à l'égard de vous-même. Vous n'épousez pas une cause, vous défendez quelqu'un, on peut le prendre même dans le domaine du conseil, de l'acte juridique, d'une discussion qui peut être menée pour l'achat d'une société ou d'un truc comme ça. Vous n'épousez pas la cause de votre client, mais vous avez la possibilité d'examiner avec toute l'objectivité nécessaire le dossier, de voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, de voir ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, ce que vous avez le droit de faire, ce que vous n'avez pas le droit de faire. Donc ça veut dire qu'il faut rester un pur technicien, finalement, et se déshumaniser, pour revenir sur le sujet de tout à l'heure? Je ne pense pas du tout avoir dit cela. Parce que ça, on rejoint le terme qui est le dernier terme du serment, c'est l'humanité. Ainsi que le disait le bâtonnier Châtel tout à l'heure lorsqu'il a terminé, même quand il enlève sa robe, il reste l'homme. Et dans les rapports entre un avocat et son ou sa cliente, un avocat ou une avocate et son ou sa cliente, il y a fondamentalement le rapport humain qui intervient. Donc, l'indépendance n'est pas la déshumanisation de l'avocat. L'indépendance, c'est un état d'esprit, c'est un fait. C'est ce qui doit nous guider tout le temps, mais nous exerçons une profession où la relation humaine est extrêmement importante. Et parfois, l'avocat joue aussi les psychologues, les psychiatres, les assistantes sociales, tout ce que l'on veut. Et ça, c'est une vérité. Ce que l'on ne dit pas, on le fait. Et on le fait, comme disait le bâtonnier Châtel tout à l'heure, on le fait en silence, sans s'en vanter, mais c'est une réalité concrète. Voilà. Moi, je pense que pour un avocat, la notion d'indépendance, c'est fondamental, non seulement parce que c'est le serment qu'il a prêté, et c'est un engagement pour toute la vie professionnelle, et même pour après, si on change de métier, on est toujours tenu par les termes de son serment. Et c'est quelque chose d'essentiel, et que je crois tous les avocats ont bien ancré dans leur cœur et dans leur esprit. Très bien. Je vais me retourner du côté du public, venu nombreuses et nombreux. S'il y a des questions, juste avant de conclure,
Une fois, 2 fois, 3 fois. J'avais dit public. Après le public. Bon, alors, ça sera Anne-Livonne Ledin. Moi, je voulais rebondir sur ce qu'a dit le bâtonnier à l'instant, mais d'une manière qui va peut-être vous surprendre, mais aussi en réponse à votre question sur l'indépendance du politique. Je crois que le monde change, fort heureusement, et il change pas à pas. Il change pas à pas, et c'est aussi pour ça qu'on est un pays compliqué. Mais par exemple, sur la loi mariage pour tous, qui a été votée, un certain nombre de députés, on va dire, du côté droit de l'hémicycle, l'ont voté. Majoritairement, ils ne l'ont pas voté. Mais du côté droit de l'hémicycle, un certain nombre l'ont voté. Mais de notre côté, à nous, socialistes, j'ai 14 collègues qui ne souhaitaient pas le voter et qui se sont abstenus. Certains ne sont pas venus voter. D'autres ont appuyé sur le bouton abstention. Mais c'était parce que ça touchait à la conscience de chacun. Ça touche à la conscience de chacun. Donc le monde change. Autre exemple. Moi, par exemple, je l'ai dit, ça a été dans Midi Libre l'a repris, je suis contre la gestation pour autrui. Et je suis une militante contre la violation. Je ne me contente pas d'être contre, je milite contre la gestation pour autrui. Et je le dis. La droite a présenté un texte qui était mal ficelé sur un plan juridique, donc l'argumentaire pour le refuser n'était pas très difficile. Mais j'avais demandé à pouvoir intervenir en tribune pour faire connaître mon hostilité à la GPA, et donc comme eux, comme la droite. Mais le groupe aurait pu me dire qu'il n'en est pas question, on va se contenter d'un argumentaire juridique. Mais comme je mène ce combat depuis 3 ans, avec une cinquantaine d'autres collègues que j'ai identifiés sur ce sujet et qui m'accordent leur confiance, il y en a probablement beaucoup plus d'ailleurs, mais eh bien, j'ai pris la parole en tribune pour le dire. Je l'ai dit d'une manière un peu vigoureuse d'ailleurs. Mais le groupe ne m'a pas empêché d'y aller. J'ai pu le faire. Donc le monde change. Et d'une certaine manière, je voudrais quand même dire que l'immense majorité des politiques, 99,9%, c'est comme les médecins, monsieur le Joyeux, sont profondément honnêtes et travailleurs. Après, ceux qui passent à la télé, c'est ceux qui vont faire le buzz, ceux qui vont faire de l'audience, ceux qui vont continuer à agiter le fait qu'effectivement, c'est un monde de tous pourris. Mais ça fait aussi partie du débat. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Ce n'est pas un cirque, mais c'est une arène. Et c'est important de le souligner. Parce que si les choses ne sont pas dites, elles n'ont pas de valeur. Ce qui n'est pas énoncé n'existe pas. Qu'il n'y ait que le contre, parce qu'il permet un peu des effets de manche, parce que s'opposer, c'est finalement, je dirais presque plus facile qu'adhérer. Mais parce que pour adhérer, il faut construire. Détruire, c'est rapide. Construire, c'est lent. C'est très important de l'avoir en tête. Détruire, c'est rapide. Construire, c'est lent. On a une réponse à vous donner, madame. Récemment, on parlait avec des parlementaires et qui nous disaient, mais vous, les avocats, vous nous apparaissez comme un peu une basse-cour, ça piaille de tous les côtés, il n'y a pas d'unité. Qui parle pour vous? Vous êtes très dispersés. Et je répondais à ces parlementaires que moi, la différence d'eux, quand je regardais la télévision et quand je regardais l'Assemblée nationale, j'avais également l'impression que ça piaillait de tous les côtés. Mais moi, la différence d'eux, c'est que ça me rassurait. Parce que la dernière fois que dans un parlement en France, tout le monde a parlé d'une seule voix, il y en a 80 qui ont dit non. Voilà. Alors je préfère des gens qui piaillent et qui sont libres, plutôt que des gens qui sont aux ordres. Et en ce qui concerne l'indépendance, je crois que la véritable indépendance d'un avocat, c'est de pouvoir dire non. Parce que nous ne sommes... Mais par contre, nous avons un serment, c'est-à-dire que je peux refuser de défendre n'importe qui. Je suis profession libérale, je ne suis pas obligé de défendre. Mais s'il n'y a personne pour défendre, parce que j'ai prêté un serment, à ce moment-là, mon bâtonnier me commettra, et je serai libre, mais dans ma liberté d'homme, de dire, pour qu'un homme soit libre, il faut qu'un autre homme libre se lève pour lui. C'est le seul moment où la liberté, c'est autre chose que de dire non, mais parce qu'on a sublimé ce non. Moi, je dirais l'indépendance, c'est le pouvoir de dire non. Pouvoir économique, pouvoir philosophique. C'est pas s'opposer, c'est dire non. Et on n'est pas loin dans votre position, par rapport à un parti, par rapport à un mouvement. C'est le chien et le loup. J'aime pas trop ce qui me colle autour du cou, quoi. L'écolier, c'est pas fait pour les avocats. Certainement pas pour les représentants du peuple non plus, ni pour les médecins. Oui, mais maître, comme ça. C'est le pouvoir de dire non et la liberté de dire oui.
Alors, Monsieur Joyeux, Alors, je vous voudrais vouliez- changer de professeur sujet Joyeux. pour vous faire prendre conscience de l'indépendance du médecin dans le domaine de la cancérologie dans lequel je suis. Dans notre domaine, nous avons ce qu'on appelle des thésaurus. Ça veut dire que vous avez un livre avec les protocoles, comme je dis, protocoles. Et donc, vous avez des consultations de tout un groupe de médecins, ça c'est une très bonne chose, qui regardent un dossier. Mais il n'y a pas l'humain en face, c'est un dossier de papier ou informatique. Et à partir de là, on ouvre le thésaurus et vous avez droit à ça. Je ne suis pas d'accord. Attention, ça ne veut pas dire que je vais systématiquement contre le thésaurus, mais j'ai suffisamment d'expérience pour dire là, c'est abusif. Donner à une dame, comme je l'ai vu hier, de 83 ans, un traitement qui va lui raccourcir sa vie, alors qu'il faut lui donner quelque chose de très léger, qui va lui permettre d'arriver à 85, 90 peut-être. Vous voyez? Mais le thésaurus, lui, il tombe. Et d'où vient-il, le thésaurus? Je vais vous le dire, moi. Des laboratoires pharmaceutiques. Vous comprenez? Alors, il ne faut pas non plus exagérer la chose, parce qu'il peut se faire que le thésaurus dise quelque chose de juste. Mais c'est là que nous devons discerner pour pouvoir dire non, là, je ne suis pas d'accord. Après, le malade, il va faire son choix. Vous comprenez? Mais à ce moment-là, vous avez quoi? Vous avez le directeur d'établissement. Vous avez les collègues qui ne sont pas d'accord. Tu n'es pas dans le thésaurus, tu ne rentres pas dans le cadre. Désolé, je ne rentre pas dans le cadre. Celui qui m'intéresse, c'est le patient, ce n'est pas le cadre. Vous comprenez? Et ça, c'est un sujet qui est d'une extrême importance, que nous voyons dans les centres anticancéreux, et je vous le dis, et il faut que ça soit dit, et c'est bon que ça passe sur YouTube, c'est qu'aujourd'hui, les directeurs de centres anticancéreux, tous sans exception, sans le problème politique là-dessous, sont extrêmement dépendants des lobbies, laboratoires pharmaceutiques, avec des chimiothérapies qui sont outrancières, qui sont excessives, qui coûtent la peau des fesses à la société. Si c'était utile, je dirais oui, mais donner un thésaurus qui va vous donner un mois de vie sans certitude, avec des traitements qui vous coûtent en remboursement jusqu'à 1 000 € par mois, je ne suis pas d'accord. Vous voyez? Donc, rentre en jeu dans le nom que le médecin doit dire, à la fois obligatoirement son expérience, et moi j'ai des collègues qui sont plus jeunes, qui ont la trouille. Ils ont la trouille. Alors je dis, mais tu te couvres de moi, c'est moi qui l'ai dit, je m'en fous qu'on m'attaque. Mais tu diras que c'est Joyeux qui l'a dit, parce que toi, effectivement, tu es obligé de suivre le thésaurus. Vous comprenez? Et ça, nous le voyons, pas simplement pour la cancérologie, on le voit aussi pour les vaccins. Un pédiatre qui a vacciné 20 personnes, dites-moi pourquoi il a une prime de 140 €. Expliquez-moi. Expliquez-moi pourquoi un médecin, quand il a fini son année et qu'il a bien traité l'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol et les vaccins, il a une prime de 6 900 € à la fin de l'année. C'est officiel. Expliquez-moi pourquoi de bien faire son travail, c'est avoir une prime à la fin de l'année. Il y a quelque chose qui ne va pas là dans la société. Mais là-dessus, il faut dire non. Vous comprenez? On en reparlera, M. Joyeux. Oui. J'ai juste ajouté un petit détail par rapport au serment qui fera plaisir aussi à Yvonne, c'est que notre serment s'est modernisé il y a peu de temps, il y a 33 ans, 34, puisque jusqu'à 33 ans, nous prêtions serment d'allégeance à peu près devant les pouvoirs publics et devant les juridictions, c'est-à-dire que nous étions sous la coupe des juridictions jusqu'à 1982 et chaque année, nous devions reprêter serment. Et grâce non seulement à Robert Badinter, mais à Gisèle Halimi, qu'on oublie souvent de citer, sont nos deux alliés qui ont permis aux avocats d'avoir un nouveau serment. Et d'ailleurs, à l'origine, Badinter avait mis seulement 4, c'était les 4 pieds, les 4 valeurs qui étaient indépendance, humanité, conscience et dignité. Et au niveau des travaux parlementaires, on a rajouté probité, comme ça au moins on vérifiait que les avocats n'étaient pas trop chers. Et donc on a un serment qui s'est modernisé et qui nous a renforcés dans notre indépendance, qui n'était pas si totale, même si nous avions un grand cœur. On pouvait être effectivement battus en brèche et ramenés à notre place par les juridictions, puisque c'était elles qui avaient encore du pouvoir devant nous et qui nous imposaient. Elles avaient un pouvoir théorique, mais depuis 1962, elles l'avaient perdu. C'est vrai, sauf que symboliquement, ça demeurait. Donc il était important qu'on le perde. Je voulais simplement aussi... Ce que vous dites est exact. Le serment a été renouvelé en 1981. Avant, moi j'ai prêté serment avec une autre formule, et moi d'ailleurs aussi. vous aussi, hein, tous les deux. Aussi. Mais si, il faut. Moi, je suis pour la réalité. Il faut dire la vérité. En vigueur, 82.
ce serment, effectivement, ajoutait que l'on devait, non, je ne sais plus le terme exact, mais non pas une soumission quelconque, mais être déférent envers les tribunaux. Rien faire contre les juridictions. Oui, c'est ça. Et bon, ça a été effectivement, Badinter l'a modifié. Ceci étant, et je le répète, depuis 1962 et depuis les grands procès politiques de 1961 et 1962, le serment, il avait volé en éclats. Voilà, donc on n'était pas du tout soumis à ce serment. Et d'ailleurs, quand on venait nous donner des cours pour nous préparer à la profession d'avocat, on nous expliquait qu'effectivement, vous prêtez serment comme ça, mais c'est de la théorie, ce n'est pas de la pratique. Et les poursuites envers les avocats étaient quand même rarissimes. C'est pas vrai. Simplement, c'était pour dire Comment c'est pas vrai? Mais non. Pardon. Ah bon, je croyais que vous disiez que ça n'était pas vrai. Non, je ne dis pas ça. Je dis simplement pour dire que... Ne contrarie pas son bâtonnier. Ce que je voulais dire, si monsieur le bâtonnier me le permet... Je te permets. Puisqu'il a quand même largement participé à l'organisation de cet événement, c'est que nous sommes tous, je pense, ravis dans le public, puisque je fais partie du public, monsieur Bâtonnier, pardon, merci. Nous sommes vraiment ravis, d'une part, que nos invités aient accepté de nous rejoindre ce soir pour participer à ces confrontations d'expériences, de témoignages sur ces deux valeurs que sont pour nous essentielles, l'humanité et l'indépendance, et que vos échanges sincères, passionnés, documentés, érudits, nous ont vraiment émerveillés, et on aimerait vraiment continuer périodiquement à ouvrir cette nouvelle tribune que nous avons reconquise, puisque l'école nous a laissé un peu de place, avec Midi Libre et avec un animateur Augustin Lucieux, revenir périodiquement pour des débats autour de valeurs d'éthique ou de déontologie ou des grandes valeurs humaines qui nous passionnent tous. Et je pense que ce sera les rendez-vous, non pas de l'éco, mais de l'éthique ou de la déontologie que Midi Libre pourrait accompagner à l'initiative du barreau. Voilà, merci monsieur. Je rends la parole au bâtonnier, bien entendu, qui est mon chef incontesté, encore pour 3 mois et 2 jours. Voilà, nous allons remercier donc Anne-Yvonne Ledin. Désolé d'avoir un peu écorché votre nom tout à l'heure. Merci professeur Henri Joyeux. Puis je vais laisser le mot de la fin à monsieur le bâtonnier. Merci. Ça signifie que vous n'avez plus le droit de parler, vous. Non, je voudrais remercier tous les intervenants de ce soir, parce que vraiment, je veux dire, j'ai pris un grand plaisir à vous écouter tous les uns après les autres. Et je voudrais vous remercier d'avoir accepté de participer à ce débat. C'est vrai que vous ne saviez peut-être pas où vous vous engagiez au moment où on vous a demandé de participer. C'est vrai que lorsque je vous ai écrit, monsieur le professeur, vous ne saviez peut-être pas, on ne savait même pas, nous non plus. Je me doutais un peu. Mais en tout cas, ces 2 débats ont été de haute tenue. Je crois, très oui. haute tenue. Et vraiment, c'est une expérience qu'il faut renouveler, parce que cela apporte à tout le monde une espèce de supplément d'âme, quelque chose qui nous met un peu en dessus des réalités, du pragmatisme quotidien, de ce que nous vivons tous les jours, qui parfois n'est pas très agréable. Merci beaucoup. Vraiment, ça a été un très grand plaisir, et j'espère que nous aurons le plaisir également de vous recevoir une nouvelle fois, parce que ces débats sont excellents. Et ça sent bon l'intelligence, quand même. Je voulais aussi remercier l'assistance, parce que c'est bien, vous avez tenu jusqu'à la fin, d'être venu comme ça dans cette première journée, portes ouvertes, jamais sans mon avocat. C'est une nouveauté et c'est très bien. Très bien. Merci pour le public qui est venu. Je crois qu'il y a un apéritif après. Et à boire juste après. Voilà. Donc nous vous disons, donc maintenant c'est officiel, à bientôt pour une prochaine soirée dans le cadre donc de cette journée Jamais sans mon avocat, que vous pouvez retrouver sur midilibre.fr. À très bientôt. Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement.